Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. On vous a jadis traité de sorcière, vous avez donné un grand coup de balai à cette légende et vous continuez en démontrant dans vos mémoires que vous n'avez pas brûlé mais vécu pleinement votre vie. Bonjour Elisabeth Tessier. Bonjour Jacques, bonjour. Alors ces mémoires de Cassandre qui sortent chez Guy Trédaniel, on va en reparler tout au long parce que finalement vous décidez de publier vos mémoires et ça va être le fil conducteur de cette émission des clés d'une vie où je vais évoquer votre carrière à travers des éléments qui sont dans ce livre, mais en même temps des éléments qui sont dans des dates clés que j'ai trouvées. Et la première que j'ai trouvée, vous concernant, Elisabeth Tessier, c'est le 10 octobre 1969, la sortie d'un film dont voici la bande originale. Un château en enfer, avec Burt Lancaster, un film de Sidney Pollack. Et je crois que ce sont vos débuts au cinéma, Elisabeth Tessier. Oui, en fait, on peut dire ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un film que vous aviez tourné avec quand même Burt Lancaster. Oui, bien sûr, avec lui. C'était un scorpion assez spécial, Burt Lancaster. D'abord, c'était une force de la nature. Oui. Vous savez qu'il faisait 5 km à pied tous les matins. Il se levait à 5 heures du matin pour faire le tour parce qu'on tournait en Yougoslavie. Et parce qu'on voulait avoir de la neige. Et en réalité... parce qu'on voulait tourner dans les Ardennes, théoriquement, pour la guerre. Et puis, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de neige là où nous étions. Enfin, c'était une cata. Mais en même temps, il a tourné un film Le Train où il était gravement blessé à la jambe pendant le tournage. Et au lieu de retarder la production, il a changé le scénario. Il a rajouté une scène où il se faisait tirer dessus. Et finalement, il a boité jusqu'à la fin du film. Mais c'était une scène volontaire. C'est étonnant comme personnage. Ah oui, c'est un type tout à fait spécial. Alors, la filmographie, c'est votre première carrière. Je crois que vous avez tourné 20 films en 10 ans à peu près. Oui. Et au départ, vous avez tourné avec les plus grands. Vous avez tourné avec Sidney Poitier, avec Jean Becker, avec Marcel Carné, avec les plus grands finalement. Oui, j'ai commencé avec Marcel Carné, en fait, qui était dans les... Ça s'appelait... Il y a les Jeunes Loups, je crois. C'est ça. Voilà. Et en même temps, c'était vos débuts de comédienne. Vous aviez envie de faire ce métier-là à l'époque. Oui. Et puis, je me suis rendu compte que c'était trop souvent la promotion canapé. Hein. Oui, ah bon? Et puis, c'était pas mon truc. Donc, voilà. Au bout d'un certain moment, je crois que c'était en 75, comme en plus, j'étais très séduite par l'astrologie, parce que j'avais rencontré... le grand maestro de l'astrologie en France avec Barbeau, qui s'appelait donc Gouchon. Et ce cher Henri Gouchon, qui était ingénieur au départ de profession et qui est devenu astrologue, on ne se refait pas, et qui avait publié Dictionnaire de l'astrologie, j'ai fait sa connaissance et il m'a véritablement convaincu du bien fondé de l'astrologie. On va en reparler justement, mais parmi les films que vous avez tournés, il y a la Frustration de José Benaveraf. Oh là là, j'ai juste fait une apparition. Mais en même temps, ce garçon était incroyable. C'est-à-dire qu'il tournait les films, il réalisait, il les distribuait parce que personne n'en voulait. Je vais vous dire, il m'a pas porté bonheur celui-là, parce que il y a une scène où je suis au lit avec une nana, mais en toute innocence. Ça m'a poursuivi toute ma carrière, comme si je faisais que des films pratiquement porno, ou je sais pas quoi, enfin comment ils appellent ça érotique X, ça. Voilà. C'est pas vrai, parce que... Non. Et d'ailleurs, il a fait un film des séquences interdites, une anthologie des scènes érotiques, pornographiques de ses films. Ça a touché un petit public. Et puis, vous avez tourné avec Belmondo dans L'Incorrigible aussi, Elisabeth. Ah oui, ça c'était amusant, très amusant. J'ai beaucoup aimé Belmondo, qui était vraiment un type charmant, adorable, imprévisible, qui passait son temps à faire des jeux. Ça va très bien avec le Gémeaux que vous êtes, mon cher. Alors, il avait comme copain, comment il s'appelait, Charles Gérard. C'est ça. Et alors, avec les deux, ils passaient leur temps à faire des paris, mais complètement infantiles, en disant, je te parie que là, le truc qui va tourner à droite, non, l'autre disait, non, ça va tourner à gauche. Ils faisaient des paris là-dessus. Et dans ce film L'Incorrigible de Philippe de Broca, qui est un classique, vous dites une phrase, vous dites « Ciel, mon mari ». Oui, Ciel, mon mari, c'est ça.
C'est ça, je me souviens. Non, mais c'était sympathique. Ah, c'est là où il s'enfuit avec le drap à travers l'escalier. Oui, oui, c'est ça. Et vous avez failli tourner avec Michel Audiard, mais ça ne s'est pas fait, Elisabeth Tessier. Michel Audiard? Oui. Non, là, ça s'est pas passé du tout, là. Non, parce que lui, il fallait que ce soit la promotion canapé. On allait essayer les vêtements ensemble pour le film, et puis en cours de route, en voiture, il commence à me plotter dans la voiture. Alors je lui ai dit, très peu pour moi, je vais direct à la maison. Et ça a été fini. Exit le film. Eh oui, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, on ne pourrait pas accepter ça sans qu'un mouvement se déchaîne. Non. Moi, je vais vous dire, c'est pas que je sois d'une... comment dire, je suis pas ni puritaine, ni... c'est pas ça du tout. C'est que je voulais pas qu'on mélange les trucs et qu'on décide à ma place, c'est tout. Vous voyez ? Alors, il y a aussi un film que vous avez failli tourner, c'est Soleil Rouge de Terence Young. Ah, celui-là. Oui. Ah oui, ce film rouge. Ah oui. Soleil Rouge. Ah oui, le metteur en scène, c'était... Terence Young. Terence Young, exactement. Alors, à lui aussi, c'était la même chose. On a déjeuné ensemble et il m'a dit, je vous emmène à Hollywood, etc. Vous allez devenir une grande vedette, vous allez être la Sophia Loren, etc. J'ai dit, il y en a déjà une de Sophia Loren, c'est pas la peine. Et puis, bon, c'était de nouveau la promotion canapé. Alors, ça n'a rien donné. Voilà, Et je crois que c'est Ursula Andress qui a joué le rôle qui vous était dévolu. Du coup, je me suis demandé si elle n'était pas passée par le canapé. Alors, je ne sais pas. En tout cas, elle vit en Suisse aujourd'hui. Oui. Elle a 86 ans, elle est en pleine forme. Oui. Et elle continue à vivre de sa légende. Ah oui. Et ce film, d'ailleurs, on ne sait pas qu'il y a plein d'erreurs. Les spécialistes ont remarqué qu'à un moment, Charles Bronson tombe dans un ravin pour tenter d'échapper aux samouraïs. Il perd son baluchon et sa gourde dans sa chute. Et lorsqu'il se retrouve en bas du ravin, il a la gourde et le baluchon. Donc il y a des erreurs de tournage dans ce film. C'est extraordinaire. Il faut vraiment voir chaque image pour s'apercevoir de cela. Alors, il y a aussi votre jeunesse, vous l'évoquez dans ce livre, Les Mémoires de Cassandre, votre jeunesse à Casablanca, où vous avez passé plus de temps sur la plage à vous dorer au soleil que dans les écoles. On peut dire ça, mais je révisais mes examens à la plage. Oui, c'est pas Casablanca. C'est pas désagréable. Et en même temps, l'ambition familiale, votre père pensait que vous seriez une excellente secrétaire et rien de plus. Il n'était pas question de faire autre chose, Elisabeth Tessier. Bah, écoutez, c'était pas ma vocation d'être secrétaire. J'étais, vous savez, j'avais pour exemple, je pourrais dire, pour y figure d'exemplarité, donc je peux dire, c'était comment elle s'appelait, qui a écrit le sexe faible? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, oui. C'est ça. Tu te rends compte, ça y est, j'avais zappé. Et elle, donc, c'était vraiment la femme qui refuse d'être juste au fourneau, quoi. Et c'était pas mon truc, ça, d'être au fourneau. Non pas que je veuille pas me marier, mais d'abord, j'avais pas envie de me marier si jeune. Je me suis mariée très jeune. Mais à l'époque, tomber enceinte, c'était synonyme de mariage. Hein, voilà. D'ailleurs, la preuve, c'est que... Bon, bref. Je suis quand même restée 20 ans avec ce monsieur. Voilà. Mais surtout, vous avez passé votre bac en avance, en seconde. Vous avez passé le premier bac et ça, c'est assez étonnant. Ah oui, j'ai passé mon bac en septembre, à la fin, sans avoir fait la première. C'est-à-dire à la fin de la seconde. Et pourquoi? Parce que j'avais envie de gagner une année. Oui. Et j'ai gagné une année. Et ensuite, vous avez fait une licence de lettres. Et puis un jour, vous êtes présenté chez cette femme dont vous allez reconnaître la voix. Oui, mais dans 3 semaines, on peut faire beaucoup de choses, y compris changer la mode. Vous comprenez? Parce que ça Coco Chanel. Coco Chanel, ça a été important car vous êtes un jour allé rue Cambon pour être mannequin chez Chanel. Ouais. Je me suis c'était très amusant parce que c'est ma sœur en fait qui a eu cette idée. Elle m'a dit écoute, tu te coupes les cheveux, tu es faite pour Coco Chanel, voilà. Et alors un beau jour de courage, je me suis présentée chez Coco, qui m'a fait dont comment dirais-je la maîtresse, la directrice, la directrice Loulou m'a fait revenir plusieurs fois.
en me disant « mademoiselle n'est pas disponible, mademoiselle ceci, etc. » Je reviens encore une fois et basta, terminé. Et elle vous a reçu, et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, elle m'a habillée en Chanel, ils m'ont comprimé les seins, parce que j'avais des seins, ils m'ont comprimé, mais je ne pouvais plus respirer, et puis elle m'a fait marcher dans le salon, rue Cambon, et puis elle m'a dit « c'est bien, il faut que vous marchiez comme dans un salon, pas du tout comme sur un podium, et elle m'a engagée sur le champ. Mais je crois qu'elle était séduite parce qu'elle était très pro-helvétique. Oui. Et alors elle me dit, mais vous êtes suisse? Je dis, moitié suisse, moitié française. Ah oui, vous vivez en Suisse? Oui, oui, oui. Ah bon, non, eh bien écoutez, je vous engage. C'était très drôle. Mais bon, mais elle vous a engagé et elle était quelquefois très dure. Il y avait une Danoise qui était un jour parmi ses mannequins qu'elle a virée du jour au lendemain parce qu'elle ne supportait pas sa coiffure. Oui, oulala, elle était redoutable. C'était une lionne redoutable. C'est-à-dire que, par exemple, la chose à laquelle vous faites allusion, Jacques, c'est que, par exemple, un jour, il y a une des nanas, on était environ 7-8 mannequins dans la cabine, et elle descend les escaliers. Vous savez qu'on se maquillait seulement en arrivant à la cabine, parce qu'on avait tout le temps pour se maquiller. Et comme par hasard, par bonheur pour elle, malheur pour elle, elle croise Mademoiselle Chanel, qui, elle, arrivait. Elle venait de l'hôtel Georges V où elle habitait. L'hôtel Ritz où elle habitait, oui. Oui, c'est ça, pardon. Et puis, et alors elle lui dit, mais elle n'était pas maquillée, Alexandra. Elle n'était pas maquillée. Donc, méconnaissable, parce qu'une blonde sans maquillage, ça n'a plus de cils. Alors, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui, vous? L'autre lui dit, je suis Alexandra. Bon, bah écoutez, vous n'êtes plus partie de la maison. C'était dingue, c'était comme ça avec elle. Mais et alors, par exemple, elle voulait pas que les mannequins parlent pendant qu'elle faisait des robes sur les mannequins, des tailleurs, le fameux tailleur Chanel. Et un jour, alors moi, j'étais plutôt libertaire, hein. Alors je commençais à faire des monologues et elle me dit, vous ne savez pas qu'il ne faut pas parler pendant les essayages? Je dis, si, mademoiselle, mais moi je croyais, je croyais que... Elle me dit, bah, c'est valable pour tout le monde. Voilà. En revanche, à la radio, il faut parler. Et on va évoquer une autre date dans quelques instants, le 16 juillet 1975, avec Elisabeth Tessier sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Elisabeth Tessier. Les mémoires de Cassandre, vos mémoires sortent chez Guy Trédaniel. Et puis, il y a une date importante pour vous, le 16 juillet 1975. Écoutez. Astralement vôtre, premier horoscope à la télévision à 20h30, ça a été un événement. Dans le monde. Dans le monde, ça a été un événement. C'était pour moi d'abord, ça a été le début de ma carrière, mais c'était quand même très révolutionnaire parce que la preuve, c'est que ça a quand même mis 6 mois pour s'installer et ça a créé dans le Landerneau une levée de boucliers absolument hallucinante. Tout le monde, j'ai eu une demi-page dans Le Monde qui disait l'horoscope provocateur d'Elisabeth Tessier sur Antenne 2. Oui, c'était dingue, parce que l'idée d'astrologie à la télévision, c'était scandaleux. Voilà. Alors que sur radio, nous, on a une émission quotidienne où on en parle. C'était le début de ma carrière. Voilà. Et je crois que c'est Marcel Julien qui avait eu l'idée. Hein? C'est Marcel Julien qui, au départ, avait pensé... Oui, c'était lui. Alors, d'abord, il m'a mise... c'était à 8h du soir, évidemment. Alors, ça concentrait toutes les critiques. Après ça, il m'a mise à 23h. Mais comme ça continuait de pleuvoir, etc., la doxa n'était pas d'accord. Alors là, il m'a remise... il a arrêté au début de février en 1976. Oui. Il a arrêté. Et voilà. Et du coup, Jean-Jacques Pauvert, qui était un bélier, comme il se doit, révolutionnaire et audacieux, m'a proposé d'écrire l'histoire de Ne brûlez pas la sorcière, voilà. Et avec le sous-titre, réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'astrologie. Et c'est comme ça que tout a commencé finalement. Parce que Bouvard, merci ce Sagittaire, merci. Bouvard m'a vu, il y avait une interview dans Paris Match, il m'a remarqué dans cette interview. Et c'est de là finalement que tout est parti.
Il m'a invité dans l'huile sur le feu. Sur une émission de débat qui était l'ancêtre des émissions de débat, Voilà. face à Avery Schatzman, qui était un provocateur qui ne supportait pas votre émission. Voilà. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que l'Union rationaliste, justement, s'est opposée à cette émission, et ça a été, mais on n'avait jamais vu ça. Même vous n'auriez pas imaginé ça, Elisabeth Tessier. Ah, c'est dingue. Ah non, mais c'est dingue. C'était véritablement... Oui, on peut dire que c'était comment dire... Ça a été le point de départ d'une chose qu'on imagine. Aujourd'hui, ça serait passé sans problème, une émission sur l'astrologie. Pas sûr, parce que il y a quand même toujours l'union rationaliste. Je ne sais pas si elle existe toujours, ça, je ne sais pas. Mais enfin, tous les opposants à l'astrologie ont protesté vivement, avec véhémence. Oui. Ah, mais à l'époque, vous étiez une pionnière. Ça a été, parce que bien sûr, c'était une première. Et donc, comme ils associaient ça au Moyen-Âge, aux sorcières et tout ce qu'on veut, à la superstition, donc, ce qui n'est pas, parce que quand même, il faut se rappeler que des gens comme, je sais pas moi, Goethe, Dante d'abord, mais ça, bon, ça remonte au calendrier grec, mais des gens comme Goethe, comme Einstein, ont loué l'astrologie. Bien sûr. Alors, quand des esprits comme ça sont pour une discipline et qu'après ça, il y a une doxa rationaliste, étriquée, qui vient vous critiquer, bon, évidemment, ils ont été très puissants, hein, donc c'était quand même très, très difficile pour moi à vivre. Je sais, mais en même temps, le livre a marché ensuite. Et il faut savoir que Jean-Jacques Pauvert était un éditeur pas comme les autres. Il avait publié Sade quand il avait 20 ans, les mémoires de Sade, personne n'avait osé. Il avait publié Histoire d'eau. Il avait découvert Albertine Sarrazin et il vous a découvert. Il a cru en vous. Et en publiant Ne brûlez pas la sorcière, qui a été un événement, qui a été un grand succès d'édition. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et alors, l'astrologie, je crois que pour vous, c'est né grâce à Fellini à Rome. C'est Fellini qui vous a dit un jour, vous devriez faire de l'astrologie, Elisabeth Tessier. C'est vrai. Je vois que vous savez tout, Jacques. Oui, je suis passée par Rome et j'ai déjeuné avec Fellini et Mastroianni. On avait un déjeuner où on a mangé bien sûr des pâtes. Et puis après, il me dit, ou pendant le déjeuner, il me dit, est-ce que tu connais l'astrologie, Elisabeth, est-ce que tu connais l'astrologie? Je lui dis, bof, pas plus que ça. Il me dit, étudie-la, c'est la reine des sciences, il m'a dit, c'est la reine des sciences. Ça m'est toujours resté. Alors j'ai acheté plein de bouquins d'astrologie, et comme on avait ce tournage en Yougoslavie, donc le film dont on parlait tout à l'heure, avec justement... Avec Burt Lancaster, oui, qui s'appelle Château en enfer. Oui. Comme je savais que j'avais un contrat de 6 mois, je me suis dit, mais je vais m'ennuyer comme un rat mort, je vais emporter plein de bouquins d'astrologie. Et c'est là que je me suis mise à les passer des nuits sur la cosmographie, parce que je peux vous dire que c'est pas facile, la cosmographie. Parce que c'est facile, comme ça, de lire les pronostics astrologiques et tout ça. Mais il faut voir comment ça fonctionne. Et c'est pas de la tarte, hein. Et d'ailleurs, vous avez même passé plus tard un doctorat en sociologie, en astrologie, je crois, et en sociologie. Vous avez fait un doctorat, vous êtes retourné à l'école avec un doctorat en sociologie le 7 avril 2001. Voilà, j'ai cru que vous disiez en astrologie. Non, sociologie. Mais c'était un complément pour vous. Oui, c'est ça. J'avais quand même 63 ans. Hein. Oui. Et vous aviez envie de retourner à l'école. J'ai passé mon doctorat avec mention. Hein. J'étais très contente, très impressionnée. Parce que, évidemment, il y avait là, une assemblée de docteurs qui, à la Sorbonne, étaient là pour juger de mon travail. J'avais quand même écrit une thèse de 900 et quelques pages. 900 pages. Et ça, voilà. Par passion, par envie. Parce que je me disais que il fallait donner à l'astrologie ses lettres de noblesse. Voilà, c'est pour ça. Et puis, il y a eu les journaux, et je crois que Jean Divot, qui a été le fondateur de Télé 7 jours, auquel personne ne croyait au début, a été le premier à vous donner une rubrique astrologique. Oui,
Exactement. C'est lui qui m'a... Ah, c'était un homme merveilleux, Jean Divot. C'est lui qui m'a engagé au lendemain de l'émission Ne brûlez... Astralement vôtre. Non. L'émission d'Huile sur le feu. L'huile sur le feu, Oui. c'est ça. Il m'a appelé le lendemain et il m'a engagé pour Télé 7 jours. C'est ça. Et vous avez commencé des chroniques astrologiques que vous avez poursuivies pendant des années et des années. Bah, jusqu'à quand? Jusqu'à 2004, je crois. Là, je suis passée à TV Mag. Et puis voilà, en 2012, j'ai arrêté aussi TV Mag. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une autre émission de télévision qui a marqué les gens, c'est Au Bonheur des Astres, où vous faisiez le thème astrologique d'un invité célèbre. Oui, je faisais des analyses caractérologiques de plusieurs invités célèbres. Oui, tout à fait. J'ai même eu Hervé Bazin, c'est rigolo. Président de l'Académie Goncourt à l'époque. Ou bien, je ne sais pas, moi, Marie Laforêt, ou des tas de gens comme ça. Pas vous, hélas, Jacques. Non, je ne suis pas passé par là. Mais Hervé Bazin, il faut savoir qu'il a été père à 80 ans. Et donc, à sa naissance, son fils était déjà grand-oncle, vu ses enfants précédents. Ah bon? Oui, c'est assez étonnant. Et puis, un jour, la télévision allemande vous a contacté. On le sait peu en France, Elisabeth Tessier. Et vous êtes devenue une star de la télévision allemande. Avec une émission d'astrologie. Vous avez eu la couverture du Der Spiegel, le plus grand journal allemand. Oui, Spiegel, c'est ça. Oui, là, j'étais très très fière. C'était en décembre 81. Oui. Parce que il faut dire que après la France, voilà, ça déborde tout ça. Les Allemands ont appris l'existence d'Astralement Vôtre, et on m'a invité en février 76 en Allemagne. Et là, c'était en 76. Oui, non, je me trompe. Là, je me trompe. On vous invitait en Allemagne. On vous invitait en Allemagne, peu importe la date. On vous invitait en Allemagne et vous avez fait une émission de télévision. Eh bien voilà, on m'a invité dans une émission qui passe le samedi soir à 20h et qui s'appelait Astro Show. Oui. Et j'avais un contrat pour 3 ans. Et donc, ça, c'était vraiment la notoriété en Allemagne vraiment importante, puisque j'ai eu la couverture du Spiegel que simplement 4 femmes avaient eu avant moi, dont la femme... Donc, dont Golda Meir et dont Nancy Reagan. Voilà, par exemple. Voilà. Bref, et donc, ça a été vraiment pour moi, alors... le début en Autriche, dans tous les pays germanophones, comme l'Autriche, la Suisse, l'Allemande, et surtout donc l'Allemagne. Et j'ai été invitée plein de fois à la télévision là-bas. Parce que j'ai la chance d'être bilingue par mon père, parce que je suis moitié suisse-allemande, moi. Hein, alors. Donc vous parliez allemand. Et voilà. Et il faut savoir que Der Spiegel, c'est le miroir. C'est un magazine d'investigation créé en 1946, qui est considéré comme le pionnier des enquêtes d'investigation, la sentinelle de la démocratie. Vous voyez, c'est un journal qui est très très lu en Allemagne. Ah ben oui. Donc c'est à peu près comme Le Point en France, quoi. Voilà. Et faire la une, c'était pas évident, justement. Ah oui. C'est vrai. Vous l'avez fait, mais vous avez fait d'autres choses. On en parle avec une autre date, le 9 novembre 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Elisabeth Tessier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Elisabeth Tessier. Les mémoires de Cassandre, vos mémoires sortent chez Très Daniel. Elles sont le fil conducteur de cette émission d'aujourd'hui. Et vous évoquez dans ce livre le 9 novembre 1989, un jour historique. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La chute du mur de Berlin, vous l'aviez vue en astrologie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, là, c'était assez amusant parce que non seulement je l'ai écrit dans... Vous savez qu'à l'époque, non, vous ne savez peut-être pas, je faisais un livre annuel de prévision. Oui, tout à fait. Voilà, et donc sur l'année 89, qui était sortie en septembre 88, donc... j'avais mentionné cette date de la pleine lune du 9 novembre 89 en disant, je ne sais pas pourquoi j'étais inspirée là, j'ai dit que les gens descendraient dans la rue comme au moment de la Révolution française. Dieu sait pourquoi j'ai écrit ça, j'en sais rien. Je voyais que c'était une pleine lune extrêmement importante, astralement parlant, parce qu'il y avait plein d'oppositions planétaires. C'était un moment crucial dans l'histoire. Et donc, je l'ai écrit.
Et j'ai envoyé le livre à François Mitterrand, comme je le faisais chaque année depuis qu'il était élu. D'ailleurs, ce qui est amusant, il faut le dire, c'est que dans le premier livre qui a suivi son élection, c'était en 82. Lui, il a été élu en 81, comme on sait. Dans le livre de 82, je crois, ou 81, je ne me rappelle plus, j'ai fait le portrait de Mitterrand. Et j'ai dit qu'il était déjà malade du système urinaire. Et moi, j'ai rencontré Mitterrand 8 ans après, mais entre-temps, il ne m'a jamais fait appel à moi, jamais. Mais il recevait le livre tous les ans. Et j'étais un peu étonnée qu'il n'ait pas bougé, du tout. D'ailleurs, c'était un scorpion assez mystérieux et fier, hein. Et d'ailleurs sceptique, très sceptique. Et quand il m'a reçu, en janvier 89, je crois que c'est le 8 janvier, Oui. il n'a pas fait allusion à ce fait-là, pas du tout. On n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé de sa maladie. Il me demandait à moi, est-ce que je suis malade? Est-ce que je vais bien? Quand est-ce que je vais mourir? Ça, c'est très, très scorpion. Quand est-ce que je vais mourir? Alors, tout a commencé justement par un coup de fil où il vous a invité à l'Élysée pour un rendez-vous qui a duré 1h30 alors que d'habitude, ça durait 20 minutes. Ah oui, tout à fait. Ça, c'était le premier rendez-vous. Alors, ce qui était comique, quelque part, c'était que il n'a parlé que de lui, les yeux fermés, vous savez, avec la mimique de sa bouche. Oui. Je le revois encore. Et il n'a parlé que de lui. Et au bout d'1h30, je lui dis, il me dit, oh là là, on m'attend depuis un moment. Voilà. C'était qui déjà qui l'attendait? Bref, peu importe. Et puis je lui dis, mais monsieur le président, bon, très bien, je suis ravie, mais qu'est-ce qui m'a valu le bonheur de vous rencontrer, de cette invitation? Il m'avait quand même donné rendez-vous à 9h du matin. C'était pour moi difficile. Oui. Et bon, et j'avais fait le tour de l'Élysée 3 fois parce que j'avais peur d'être en retard. Oh là là, bon. Et bref, et je lui dis, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette rencontre? Et il me dit, j'ai toujours suivi votre parcours parce que je voulais connaître à la fois la femme et la femme et l'astrologue. Oui. L'astrologue, c'est ça. Et d'ailleurs, après, alors, il m'a suivi pendant des années parce qu'il m'appelait à Genève pour me demander conseil. Par exemple, il me demandait quand est-ce qu'il devait parler aux Français. Et je lui disais, je regardais son thème, je passais des nuits à essayer de trouver des réponses parce que j'avais peur de me tromper. Hein. C'est pas facile, ça, surtout quand il voulait parler avec Bush et tout le monde. Il y avait à l'époque Bush, il y avait en Allemagne, il y avait... Angela Merkel. Il y avait déjà Angela Merkel. Comment il s'appelait Comment il s'appelait en Allemagne? C'est pas vrai. Il y avait Kohl en Allemagne. Voilà, en Allemagne, il y avait Kohl. Et donc, quand il devait parler à tous ces personnages, je les rencontrais, il me demandait conseil. Et moi, j'avais tellement peur de me tromper que je passais des nuits sur les thèmes de tout le monde, des États-Unis, Mais c'est étonnant quand même qu'un président fasse appel à vous. D'ailleurs, il y a une légende Pourquoi qui est née... étonnant? Attention, Jacques, je vais me fâcher. Non, mais j'essaie de comprendre parce que beaucoup de gens ont dit Elisabeth Tessier, c'est devenu une légende, c'est l'astrologue de François Mitterrand. Tout le monde en a parlé à l'époque. Oui, bien sûr, tout le monde en a parlé parce que... pourquoi d'ailleurs? Parce que c'était étonnant, parce que en général, si un président faisait appel à un astrologue, ça a pu arriver, personne n'en parlait. C'est vrai. Pourquoi? Est-ce que lui l'a dit? On l'a su, en tout cas. Oui, en tout cas, on l'a su, parce que moi, en tout cas, je m'en suis jamais vantée, mais il y avait des journalistes, donc je me rappelle que quand je sortais de l'Élysée, il y avait des journalistes comme Philippe Alexandre, par exemple, oui, qui était dans la cour de l'Élysée, et je crois que lui, il a un peu répercuté les choses, oui. Mais bon, moi, je n'ai jamais rien raconté. Hein. Non. Est-ce que ça a eu une influence sur ses décisions, finalement, ce que vous lui avez dit, Elisabeth Tessier? Je pense que oui, parce que je voyais, il ne m'a jamais dit « Oui, merci, vous avez raison ». Il ne m'a jamais remercié pour rien. Il ne m'a jamais payé, pas un sou, pas un cadeau, pas un chocolat. Il était radin, hein. Paix à son âme. Et puis, mais
je voyais que, par exemple, je me souviens, je lui disais, le meilleur moment, c'est de parler mercredi aux Français. Je voyais qu'il parlait le mercredi aux Français. Ou bien qu'il appelait Bush à ce moment-là. Voilà. Bref. Ce qui est étonnant, c'est son retard. En fait, on sait aujourd'hui qu'il était toujours en retard, qu'il organisait son retard, parce que la hiérarchie du pouvoir s'organise autour de l'acceptation ou non du retard. C'est lui qui décidait, puisqu'il était en retard. Donc, il décidait de tout. C'est assez psychologiquement étonnant. Ah oui, parce qu'il était très organisé, très intéressant, parce que c'était comme ce que j'appelle un sceptique ouvert. C'est génial d'être sceptique. Il faut être sceptique, parce qu'il ne faut pas tout gober. Mais il faut être ouvert. Et là, c'est un paradoxe. Beaucoup de sceptiques ne sont pas ouverts. Et les gens ouverts ne sont pas sceptiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui vous a empêché d'avoir la Légion d'honneur, c'est sa femme, Danielle Mitterrand, je crois. Vous le racontez dans ce livre. Vous savez tout, Jacques. Oui, c'était vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il paraît que c'est comique, parce que c'est... Comment il s'appelle qui me l'a dit C'est... Hein ? Roland Dumas. C'est ça. C'est Roland Dumas qui m'a dit, un jour, je déjeunais avec lui, prenais un petit déjeuner, et puis il m'a dit que sa femme, la femme de François Mitterrand, donc, avait glissé mon nom sous la pile de tous les... sous la pile des promus possibles. Voilà. Et pourquoi ? Ouais. Vous savez ? J'en sais rien, parce qu'elle savait que je conseillais son mari et que ça lui plaisait pas. J'en sais rien, moi. Je sais pas. On n'a jamais su. Puis de toute façon, il avait tellement d'autres vies en même temps qu'on a elle découvert aussi plus était tard. scorpionne, donc elle était assez jalouse. Hein. Ah oui. Elle aurait pu avoir d'autres jalousies quand on connaît la vie de François Mitterrand aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, un jour, curieusement, il y a un homme politique dont vous cachez le nom, et vous l'évoquez dans ses mémoires, qui vous a demandé une consultation, et vous avez refusé en disant « Ce monsieur n'est pas fréquentable ». Ça, c'est une histoire invraisemblable aussi, mais vraie. Ah oui, ça, c'est une histoire folle. Qu'est-ce qui s'est passé, Élisabeth C'est un Tessier ? peu difficile à raconter, quoique maintenant, bon... Oh, il y a prescription. Oui. C'est très drôle, parce que, bon, je ne sais pas comment il faudrait raconter ça. En fait, il vous a proposé... C'était c'était une grosse huile pas de l'Iran, d'un pays lointain. Ouais. Un pays d'Orient, voilà. Disons, c'était... Du Moyen-Orient. Voilà. Et c'était un type très, très puissant. La preuve, c'est que quand il nous a invités à déjeuner à Genève, à la réserve, faut pas le nommer, il a commandé ce qui est vraiment très significatif. Il a commandé le vin le plus cher qui soit. J'adore. Mais bon, bref, lui, il m'a demandé de lui faire son thème. Et comme j'ai appris à ce moment-là qu'il avait été l'instigateur il avait fait raser un village entier en Orient, là-bas, dans son bled. J'ai refusé. Oui, j'ai refusé. Ça m'a dégoûté, j'ai pas fait. Voilà. Et pourtant, on me proposait beaucoup d'argent. Mais je trouve qu'il y a un moment où il faut mettre une limite. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, je crois que ce monsieur a fini en prison. Voilà. C'est vrai. Donc, vous aviez bien vu dans ces cas-là. Voilà. Et pourtant, il voulait m'envoyer quelqu'un pour me chercher, etc., à Genève, à la maison. Mais bon, bref. Alors, il y a aussi le roi Juan Carlos, que vous avez connu. Oui, qui vous a invité aussi, et en tout bien, tout honneur. Alors qu'on sait qu'il a eu 5000 conquêtes. Bah, écoutez, vous êtes en train d'asticoter l'oiseau, là. Bon, alors, c'était assez amusant comme rencontre, il faut dire. Parce que c'était en tout bien, tout honneur. Nous étions invités avec mon ex-mari, parce que j'en ai eu deux, puisque l'autre, il est là. Oui. Nous étions invités à l'Élysée pour la réception du Juan Carlos et de la reine, Sofia. Et je me suis pris un peu les pieds dans la traîne de ma robe. Et il a eu un sourire. Et bref, j'ai failli me ramasser devant le roi. Et elle se marrait. Bon, bref. Et puis, quelques jours après, nous nous trouvons avec mon ex-mari à Londres, comme par hasard, invités par l'ingénieur de son de Juan Carlos, qui nous invite à dîner, il y avait un portrait de Juan Carlos dans le salon,
Ah, je lui dis, tiens, c'est amusant, vous connaissez Juan Carlos? Il me dit, bah, bien sûr, je vais chez lui tout le temps, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Et il était 11h du soir. Et je lui dis, quoi? Vous dites que vous pouvez l'appeler? Bah, alors appelez-le là tout de suite. Il l'appelle. Et alors, c'était drôle, parce que c'était 11h du soir à Londres, je ne sais plus quelle date c'était, mais bon, c'était devait être 75, je pense, puisque je connais le Juan Carlos depuis 75, ça fait une paye. Et alors, il l'appelle et il lui dit, devine avec qui je suis ce soir. Et il lui dit, je suis avec une jolie brune, ça ne coûte rien, et que tu connais, que tu as rencontrée récemment à Paris. Ah, il lui dit, ah, c'est celle qui a failli tomber, etc. Et puis, il lui dit, oui, je te la passe. Puis alors, je parle au roi de Carlos. Moi, j'étais très impressionnée, évidemment. Je me dis, ah bon? Il m'invite à la Zarzuela pour aller chasser, là, tout de suite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Bon, non, je suis prise, lui dis-je. Je suis prise ce week-end. Ah bon, alors le week-end suivant? J'ai dit, ah non, je suis prise aussi, désolée. Alors, il me dit, bon, ben, vous venez quand à la Zarzuela? J'ai dit, écoutez, on en reparle, Sa Majesté, on en reparle peut-être dans quelques jours, etc. Bref, et c'est comme ça que j'ai atterri à Zarzuela et que est née une amitié, voilà. Vraiment, je peux dire, bon, je resterai un peu énigmatique sur ses entreprises, mais il était très beau, hein, il faut dire, très beau. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a compté pour vous, c'est Claude Terrail, qui un jour, le patron de la Tour d'Argent, vous a demandé vos prévisions jusqu'en 2050. Un soir, pour le centenaire de la Tour d'Argent, il dit, Élisabeth Tessier, je me souviens très bien de cet article, en 2050, est-ce qu'on peut faire les prédictions, les prévisions à long terme? Ah oui. Mais qui m'a dit ça? C'est Claude Terrail. Claude Terrail, le patron de la Tour d'Argent. Oui, tout à fait, un fameux Sagittaire, oui. Et tout à fait, ça me fait plaisir que vous parliez de ça, Jacques, parce que il m'a dit, est-ce qu'on peut faire ça? J'ai dit, mais bien entendu, on peut faire des prévisions pour n'importe quand, pour l'an 3000, etc. Évidemment, on peut donner le caractère, la caractéristique des influences planétaires, des conjonctions planétaires, des harmonies ou des dissonances dans le ciel, qui reflètent le devenir ici-bas. Mais il me dit, voilà, moi j'aimerais bien que vous fassiez les prévisions jusqu'en 2050. Et ce que j'ai fait, et elles existent, il m'a dit, on va les enterrer sous la Tour d'Argent. La Tour d'Argent. Et on va mettre avec l'indication qu'il faut déterrer ça dans 50 ans. Donc, je serais déjà réduite en cendres depuis longtemps, lui aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois qu'il est mort, non? Oui. Et il y a mes prévisions sous la Tour d'Argent, qu'on se le dise. Et il faut savoir que Claude Terrail, pendant la guerre, a fait une chose extraordinaire. Et il avait une cave extraordinaire de 300 000 bouteilles. Et il a muré la cave de façon à ce que les Allemands ne s'aperçoivent pas qu'il y avait tous ces trésors de l'autre côté du mur. Et ça a marché. Et pendant les 4 ans d'occupation, les Allemands n'ont pas remarqué ces trésors qui continuent à appartenir à Paris. Vous en savez des choses, Jacques, je ne savais pas du tout. Eh ben moi, je sais des choses aussi parce que j'ai lu votre livre, dont on va parler avec une autre date, le 10 mars 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Élisabeth Tessier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Élisabeth Tessier, 10 mars 2022, donc sorti chez Guy Trédaniel, des mémoires de Cassandre, vos mémoires. Pourquoi Cassandre, Élisabeth Tessier? Ah, pourquoi Cassandre? Eh bien, écoutez, Cassandre était un personnage dans l'Antiquité, qui était une jeune femme très belle, qui faisait des prévisions, des prédictions, qui avait des visions, qui faisait des prédictions, inspirées par d'ailleurs Apollon, qui lui avait donné ce don de prophétie. Et en même temps qu'il lui a donné ce don de prophétie, comme il a essayé de la séduire et qu'elle ne s'est pas laissée faire, il a dit que personne jamais la croirait. Et ça m'a parlé. Parce que finalement, moi, j'ai raconté beaucoup de choses dans ma vie professionnelle, en tant qu'astrologue, parce que justement, si vous voulez, c'est une longue histoire, mais l'astrologie n'étant pas dans la doxa intellectuelle d'aujourd'hui, donc en fait, elle était refusée.
et en même temps était refusé son porte-parole. Moi, j'étais un peu sa figure de proue. Donc voilà, je me suis sentie vraiment comme Cassandre, jamais crue. Malgré les choses, j'ai fait des prévisions absolument spectaculaires. J'aimerais mieux que ce soit vous, Jacques, qui en parliez. Mais j'ai fait quand même des prévisions folles, ne serait-ce que celle du 9 octobre, justement, à laquelle on parlait tout à l'heure, de laquelle on parlait, ou alors de 2001, le 9 septembre, qui a fait couler tellement d'encre. Le 11 septembre. 11 septembre, pardon. D'ailleurs, ils ont fait une coquille dans le livre. Ils ont écrit 9 septembre, c'est le 11 septembre. Les tours, vous aviez vu voilà. Qu'il y avait un risque. Voilà, j'avais dit qu'il y avait il y avait Saturne Pluton dans le ciel, qui est de très mauvais augure, depuis le 15 août, et donc de l'année 2001, c'est ça. Et j'ai dit qu'il y aurait des attentats en masse. Voilà, je me souviens que j'ai écrit ça. Eh bien, comme en même temps, dans Télé 7 jours, j'avais le Télé 7 jours de la semaine, j'avais écrit que pour, évidemment, destiné aux lecteurs français, dans Télé 7 jours, j'avais dit que c'était quand même une bonne semaine pour voyager. Alors tout le monde m'a jeté à la figure cette prévision, au lieu de retenir que j'avais dit que c'était quand même une période où il y avait un risque d'attentat en masse. Zut, enfin, c'était terrible. C'est un des exemples. Mais il y en a eu plein comme ça. Alors ce livre, c'est les mémoires de Cassandre, vous avez raconté vos mémoires sous la forme d'un dictionnaire. Pourquoi ce dictionnaire ? Eh bien, écoutez, parce que j'avais le choix. Je me suis dit, est-ce que je commence... est-ce que je raconte mes mémoires de façon linéaire ? Voilà, ça a commencé comme ça, je suis née comme ça, dans tel environnement, mon enfance, mon mariage, les amours, etc. Et je me suis dit, c'est ennuyeux, j'ai pas envie de faire ça. Parce que, ou bien je vais mettre l'accent inutilement sur des choses qui sont pas forcément les plus importantes, ou bien je vais zapper des tas de trucs. Alors je me suis dit, je vais me laisser porter, parce que j'avais comme envie de prendre du plaisir à écrire, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc je me suis dit, voilà, je vais me laisser porter par les thèmes qui m'inspirent. Et j'ai parlé dans ce livre aussi bien du thème de la mort, de l'amitié, de l'amour, de Raymond Abellio, avec lequel j'ai commencé, et que je connaissais bien, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un homme extraordinaire, Raymond Abellio. C'est lui qui a écrit l'astrologie est à la fois un art, une science et une sagesse, il faut le dire. Raymond Abellio, qui était quand même polytechnicien, le grand esprit qu'on connaît. Donc je me suis dit, au gré de mon inspiration, je vais prendre ça par le moyen du dictionnaire. Voilà. Et alors, il y a quelqu'un que vous évoquez à plusieurs reprises, c'est un médecin chirurgien qui était neurobiologiste, qui est Henri Laborie, qui a beaucoup compté pour vous. Ah, ça c'était un scorpion extraordinaire. Henri Laborie, très très sceptique au départ, comme tout scorpion qui se respecte, oui. mais très ouvert. Et je lui consacre un long chapitre dans le livre. Vous l'avez connu ? Je l'ai connu, bien sûr, oui, je l'ai connu. On a même fait des disques, des disques de dialogue pendant tout un été. J'ai plein de cassettes de ces rencontres où on a effleuré toutes sortes de sujets, et qui a donné naissance à un livre qui s'appelle Étoiles et molécules, qui est sorti chez Grasset. Il se trouve que cet homme, Henri Laborie, il a révolutionné la psychiatrie en utilisant des neuroleptiques, et le public le connaît grâce à un film d'Alain Resnais qui est Mon oncle d'Amérique, car ça a été la façon de le faire découvrir au grand public. Ah, tout à fait. C'est le livre qui a fait le plus de succès. Mais en réalité, c'était un homme aux multiples talents. D'abord, il était chirurgien de formation, médecin militaire. Il a été chercheur. Il a découvert donc des molécules particulières, surtout concernant les accouchements, pour que les femmes souffrent moins.
Moi, je l'ai connu à l'époque où il était donc, il officiait à l'hôpital Necker à Paris. Et dans ce livre, Elisabeth Tessier, vous, pour la première fois, et c'est rare, vous parlez de vous, de votre vie privée, et vous racontez comment, au cours d'une émission de télévision de Pierre Douglas qui s'appelait Bravo, vous avez fait la connaissance de celui qui est devenu votre mari, Karl. C'était pas évident au départ. Oui, je chantais en allemand la chanson de Marlène Dietrich, Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Et j'étais donc avec mon chapeau melon et en collant résille, etc. C'est une émission où chacun faisait un numéro original. Et il était là, oui. C'est ça. Il est là comme journaliste, votre futur mari. Oui, je pense en temps. Mais on avait déjà fait connaissance. Et après, on est allé dîner, et puis voilà, tout est parti comme ça. Alors, vous évoquez d'autres personnages qui vous ont marqué, et notamment Jean-Paul Sartre, dont la mort a été un véritable traumatisme pour vous. Jean-Paul Sartre. Oui, Jean-Paul Sartre, ce fameux Gémeaux. Oui. Oui. Quelle était votre question ? Sa mort a été un traumatisme pour vous, parce que c'était quelqu'un que vous admiriez beaucoup. Oui, c'était quelqu'un, un Gémeaux tout à fait génial, comme on sait, qui était... j'avais beaucoup de sympathie, et je dirais presque d'affection pour lui, que je suis allée écouter souvent sur la place Saint-Germain. Comment ça s'appelle là-bas ? Oui, du côté du Flore, du côté de... Il habitait à Saint-Germain-des-Prés, voilà. Et il donnait des conférences régulièrement. C'était un peu l'idole de vos 20 ans. Tout à fait. C'était une figure importante de mes 20 ans. Tout à fait, c'est ça. Et effectivement, bon, il a été critiqué, c'était un homme de gauche, mais pour vous, c'était un homme extraordinaire. Tout à fait. Un philosophe. Mais un philosophe, il faut se taper l'être et le néant, c'est pas rien. Hein. Mais justement, j'admirais qu'il soit à la fois un homme, comment dire, implanté dans son monde, dans sa société, et en même temps un esprit tellement ouvert, tellement inspiré. Il était vraiment génial, Jean-Paul Sartre. Il y a beaucoup de personnalités que vous évoquez dans ce livre, parce qu'il y a à la fois de l'astrologie et des souvenirs, et notamment Sophia Loren, que vous avez rencontrée chez elle. Je crois qu'elle habitait avenue Georges V, près des Champs-Élysées. C'est ça. Oui, maintenant elle est en Suisse. Voilà. Mais voilà, je l'ai rencontrée, je lui consacre effectivement tout un chapitre avec des dialogues avec elle, etc. Parce que je l'ai rencontrée et que je l'ai interviewée. Oui. Et donc j'ai reporté ce reportage dans ce livre. C'est une Vierge Sagittaire vraiment. C'est une femme passionnante qui en plus a trouvé un équilibre dans la vie entre son rôle de comédienne et son personnage de femme, quoi, vraiment. C'est une femme super. Et puis, vous avez dîné avec Carlo Ponti, son mari, mais elle n'était pas là ce soir-là parce qu'elle ne sortait jamais le soir, soi-disant. Exactement, il sortait pas le soir. Et alors, c'est lui qui nous a raconté qu'elle se couchait avec une pomme le soir. Alors, oui, c'est peut-être pour ça qu'elle est restée mince. Mais bon... Elle bouffait une pomme le soir. Mais moi, je me souviens d'elle un soir chez Maxime, parce qu'elle sortait le soir, où je lui ai remis une boîte de chocolat parce qu'elle adorait le chocolat, et une carte du club des croquants de chocolat. Elle a demandé une seconde carte pour son fils parce qu'elle pensait qu'elle aurait une seconde boîte de chocolat. Elle ne l'a pas eu, bien sûr. Et puis, vous évoquez quelqu'un qu'on a totalement oublié, mais qui a été un grand écrivain, c'est Paul Guth. Ah oui, Paul Guth, il était trop mignon. Vous savez que c'était tellement mignon. Un poisson, avec tout ce côté caché des poissons, et qui était un de mes... D'abord, il a été avec Abellio. Ils ont tous les deux été mes... Comment on appelle ça, mes parrains, vous... Mes parrains, c'est ça. De l'association des gens de lettres. Oui. Et puis, donc, je l'ai connu il y a longtemps, je ne sais même plus comment et pourquoi, mais il était là dans toutes mes émissions, il venait, il était très fidèle, très, très discret, comme souvent les poissons. Et alors, il arrivait toujours, il était habillé comme pas possible. Moi, j'avais honte, le pauvre, parce qu'il arrivait presque en harde, comme ça. Il avait l'air d'un pauvre air.
Hein. Alors, Et puis, c'était un ancien professeur. on s'est aperçu, quand Ouais. il est mort, quelqu'un m'a dit, mais attends, il roulait sur l'or. C'était l'oncle Picsou qui avait mis les sous de côté. C'est très drôle. Il s'est présenté 11 fois à l'Académie sans succès, à tel point qu'on croit qu'il était à l'Académie française. Mais c'était quelqu'un d'assez servile en même temps. On était tous ses amis. Et Robert Sabatier m'a raconté un jour, il vient de sortir un livre de Paul Guth, et Paul Guth dit, j'aimerais avoir quelques exemplaires. Et Sabatier dit, demandez-les à genoux. Il se met à genoux. Non, Oh, c'est pas vrai. demandez-les à Monsieur Genoux, le responsable du service. Oh non. C'est une histoire authentique. Oh non. Ah si. Oh Alors, non. Mon Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est du 3e degré ou... Hein, en on ne tout sait cas, pas. On ne sait pas. Vous dites souvent, Elisabeth Tessier, qu'on ne peut pas on peut prévoir beaucoup de choses, mais pas sa mort. Si, on peut avoir une idée, on peut avoir des hypothèses. Mais de toute façon, je ne le fais pas. Quand on me demande ça, je ne le fais jamais. D'abord parce qu'on peut se tromper, et ensuite parce que je trouve ça tout à fait, je dirais, amoral, c'est idiot, mais je suis contre ça, complètement. Ouais. En même temps, quelquefois, vous vous interrogez sur l'avenir, sur la décrépitude. On vous redemanderait de faire des émissions sur l'astrologie, ou est-ce que vous les feriez aujourd'hui ? Vous me demandez si je regarde la conjoncture ? Non. Est-ce que si on vous demandait de refaire des émissions sur l'astrologie, est-ce que vous les feriez aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Oui. Et en même temps, vous évoquez dans votre livre l'horloge du temps qui passe. C'est quelque chose qui vous marque ? C'est vrai. C'est-à-dire, je suis très bifide. Bifide. 2 têtes. C'est-à-dire, c'est vrai que peut-être que c'est mon cerveau droit et mon cerveau gauche, j'en sais rien. Le cerveau gauche, qui est le rationnel, il se dit qu'il aimerait bien peut-être faire encore des choses le plus longtemps possible. Moi, je n'ai pas envie vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de me lever le matin en me disant il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. C'est horrible de ne pas avoir de but. Et puis d'un autre côté, je me dis il y a un moment aussi où il faut savoir tirer sa révérence et puis penser à autre chose, se préparer, réfléchir, méditer, lire les grands hommes, lire. Et votre réflexion va dans quel sens ? Continuer ou arrêter ? Mais ça dépend des jours. Je suis vraiment de ce côté-là très, très ambivalente. Il y a des jours où vous avez envie de continuer, des jours où vous avez envie d'arrêter. Los dos. Et justement, l'avenir, vous allez continuer à travailler, vous préparez d'autres choses maintenant. Vous n'allez pas arrêter. Ce livre n'est pas... Vous me piquez à l'endroit où il faut, là. Hein. Ouais. Non, c'est pas piqué, c'est une réflexion. Parce que vous faites ça depuis tellement d'années avec tellement de talent qu'on espère, que vous allez continuer. C'est gentil. On espère, on verra. On verra. Écoutez, de toute façon, ce sont mes mémoires, comme le titre l'indique. Même si je suis Cassandre qu'à moitié, mais les mémoires de Cassandre, ce sont les miennes. Et donc, on pourrait se dire que c'est la fin des haricots. Oui. Mais pourquoi ? On verra bien. On verra bien. L'astrologue nous répondra un jour, peut-être. Ouais. Les mémoires de Cassandre, c'est chez Guy Trédaniel, Elisabeth Tessier. Je recommande à celles et ceux qui vous aiment de le lire. Et puis, merci d'être venu au micro de Sud Radio une fois de plus. Vous êtes toujours ici, la bienvenue. Merci Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.